Bonjour à tous et bienvenue au Bruit de la Ville, chaîne de podcast dédiée à la ville. Cet espace si riche, multiple et protéiforme où plus d'une personne sur deux vit aujourd'hui et bientôt 7 personnes sur 10 en 2050. Alors un temps d'échange avec un invité du jour pour s'y pencher, l'ausculter, l'étudier, la comprendre, afin de projeter sur elle un avenir désirable pour nous tous, hommes, plantes et animaux, pour la nature au sens large, dans une recherche de symbiose et d'harmonie. Alors le thème du jour est celui de la démarche C2C, Cradle to Cradle en anglais ou du berceau au berceau, acronyme désignant l'idée d'un cycle de vie vertueux, de la matière et dans l'acte de construire notamment. Elle consiste donc à avoir une empreinte positive sur la santé et l'environnement, en s'inspirant du modèle naturel selon 4 grands principes. Tout est ressource, il faut privilégier les énergies renouvelables, il faut célébrer la diversité et la coopération, il est nécessaire d'avoir une vision systémique et holistique. Nous aborderons donc cette notion de circularité au sens large, là où, comme le dit notre invité, ce qui compte est plus l'interaction entre les objets que les objets eux-mêmes. Pour nous accompagner sur ce thème, nous avons le plaisir de recevoir Steven Bickers. Bonjour. Bonjour Steven. Steven Bickers est architecte et entrepreneur accrédité C2C, pionnier de l'économie circulaire dans le domaine de l'architecture et de la conception urbaine. Après de nombreuses années d'exercice en tant qu'architecte, il fonde LTF, Lateral Thinking Factory, et ASBL en 2011, société de support et conseil sur la démarche C2C, puis BIG, ça se dit bien comme ça. Tout à fait. En 2015, société développant des fermes aquaponiques urbaines. Enseignant et conférencier en université, Steven développe des solutions pratiques combinant tous les aspects qui ont un impact positif sur la ville. Ses relations étroites avec Michael Braungart et Douglas Mulhall, les fondateurs du concept Cradle to Cradle, C2C, l'ont conduit au développement d'expertise soutenant des projets selon ces principes de l'économie circulaire, avec un réseau multidisciplinaire d'experts mondiaux. Son expertise internationale cumulée, plus de 35 ans déjà, excuse-moi pour ce rappel, Merci. En Europe, en Chine, en Afrique du Nord et en Éthiopie, confère à Steven une approche non conventionnelle et multiforme de l'économie circulaire. Il a aujourd'hui intégré BoPro, société belge de conseil, on en reparlera, de gestion et de développement de projets vertueux à l'échelle internationale. Alors pour commencer, Steven, quelques questions sur ton parcours et sur les origines de ta démarche. J'aimerais savoir comment on en arrive à devenir une personne référente dans le domaine du Cradle to Cradle. Quelle est la première clé d'entrée vers cet univers professionnel et cette vision du monde ? Ouais, tu sais comme moi que quand on fait des études d'architecture, c'est déjà un choix. C'est un choix pour quelque chose qui t'emmène dans des domaines très variés. Et l'approche environnementale est venue très tôt pendant mes études, où j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Alors, puisqu'on parle de mes années d'expérience, on parle d'études que j'ai terminées à Saint-Luc-Bruxelles en 1984. Et j'ai fait un projet à l'époque, qui était un projet au Maroc, à Meknès. Et ça m'a passionné et ça a créé un projet passionnant. D'ailleurs, je crois que j'ai eu les meilleurs résultats qu'il y a jamais eu dans cette université parce que c'était un aspect local tellement différent. Une fenêtre n'est pas une fenêtre. Au Maroc, c'est autre chose avec les mouches arabiées, etc. La manière de traiter le climat, etc. Qui m'a poussé jusqu'à faire un projet avec main-d'œuvre locale, matériaux locaux, pas d'énergie fossile, traitement de l'eau, production alimentaire pour un centre de congrès, conférences et hôtel construit en terre, etc. avec tous les artisans locaux. Et ça a tellement bien marché que tout le monde m'a dit en fait, tu as raison, c'est ça qu'il faut faire. Et la grosse différence aussi, c'est que c'était un grand projet. C'était un projet qui s'assumait comme un élément qui pouvait redévelopper la ville française, la partie de la ville française de Meknès, et devenir un vrai exemple. Et là, je me suis dit, au fond, on peut avoir un impact en tant qu'architecte. Et ça, c'est donc déjà un projet fondateur dès finalement la fin de tes études. Tout à fait. Et j'ai découvert aussi que peu de gens, y compris dans mes profs et dans les architectes à l'époque, pensaient de manière systémique. Alors, on parle encore une fois, je le rappelle, mais c'est vrai qu'on parle de 1984, à une époque où la conscience environnementale globale
conscience collective, on pourrait dire, était encore en signal faible. Elle existait avec des Luc, François Scheuten et autres en Belgique, mais c'était des maisons, et puis c'était très utopiste. Moi, j'ai vite compris que si je voulais en faire ma vie aussi, il fallait quelque chose qui permette de faire des projets, si pas des grands projets, des projets d'envergure et avec influence, et qui soient rentables, et qui prouvent qu'en fait, l'écologie, entre guillemets, puisse être rentable. Alors justement, après ce premier temps de solde de tes études, est-ce qu'il y a un projet particulier qui a été un point de bascule dans ton parcours, ou peut-être une rencontre ? Oui, clairement. Après 2 ans à Genève et 10 ans à Londres, je suis revenu à Bruxelles pour faire le siège de la Commission européenne, le Berlaymont. Et puis j'ai rejoint un bureau d'architecture Art & Build à Bruxelles. Et là, j'ai commencé à comprendre que pour des clients, on va dire plutôt commerciaux, pour qui des mètres carrés sont des mètres carrés, etc., c'était pas évident de changer les choses. Et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Michael Braungart. Michael Braungart et William McDonough, qui sont les fondateurs, et Douglas Mulhall, dont tu as parlé tout à l'heure, qui en effet est le bras droit de Michael Braungart, m'ont vraiment montré une vision scientifique, j'ai envie de dire, et parce que Michael Braungart est un chimiste allemand reconnu, et une vision scientifique de ce que je pressentais depuis toujours. C'est un partenariat avec Art & Build sur un projet ? C'était au sein d'Art & Build. Non, c'est en fait la société Dessau, maintenant Target, qui est venue me dire « Steven, t'es toujours intéressé dans ces trucs bizarres. » Et puis, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux réunir tous tes directeurs, etc., d'agences, et on vient vous exposer ce qu'on fait. » Et ça s'appelle Cradle to Cradle. Et je venais de lire le bouquin qui m'avait été offert, qui était d'ailleurs encore imprimé sur un polymère, le premier livre. Et en fait, j'étais rentré 15 jours avant de vacances en disant à mes associés qui même me suivent, c'est ça qu'on va faire. Et il y en a certains qui m'ont suivi et d'autres pas. Mais du coup, quand Dessau est arrivé dans les bureaux pour présenter leurs produits et leurs concepts, j'ai dit, vous arrêtez tout de suite. C'est oui. C'est oui. Mais c'est oui, on travaille avec vous, si vous me présentez Michael Braungart. Et une semaine après, j'étais pendant... D'abord, je croyais que ça allait durer une demi-heure, et puis ça a duré une soirée et presque une nuit à discuter avec Michael Braungart. On est devenus amis. Et ça m'a vraiment, vraiment influencé parce que c'est la preuve qu'il y a des gens qui pensent très loin, avec une vision forte, pas toujours facile à comprendre. Michael Braungart, c'est un peu le professeur tournesol à certains moments, mais c'est passionnant. Et ça rejoignait en fait ma vision très, très systémique, holistique, qui honnêtement a parfois tendance à partir un peu dans tous les sens, et tout à coup ça organisait les choses un peu plus dans ma tête. Et effectivement, cet aspect, je pense, dans ta vision, ton parcours, c'est une volonté double, c'est-à-dire à la fois contribuer au bien-être de l'homme sur Terre et faire que les choses soient plus vertueuses. Ça, c'est le point, je dirais, la vision première. Mais aussi d'y contribuer de manière, effectivement, comme tu le dis, systémique, holistique. C'est-à-dire que pour y parvenir, pour toi, il n'y a qu'une solution, il faut structurer l'action. Ouais. On s'adresse aussi à un monde qui est l'acte de construire, qui est un monde assez complexe, qui est un monde souvent très financiarisé. Ouais. Et que donc les réponses qu'on doit apporter, elles doivent être crédibles, concrètes et efficientes. Et passer vis-à-vis du politique, vis-à-vis des utilisateurs finaux, évidemment des aspects financiers, etc. J'ai assez vite compris que ce qui me manquait dans ma formation, c'était toute cette partie financière, où les zéros derrière la virgule, enfin les chiffres derrière la virgule ont plus d'importance que finalement le choix qu'on fait de type de salle de bain ou dans un bâtiment. Et donc, oui, ça m'a permis de comprendre et d'essayer de relier des silos, que ce soit au niveau politique d'ailleurs aussi. Je n'estime pas être d'un mouvement ou de l'autre. J'aime pas les extrêmes, mais de manière générale, on en parlera tout à l'heure, mais sur ma ferme Big, j'ai eu tous les partis politiques belges qui sont venus se faire photographier, filmer, oui. En disant nous on fait de l'écologie aussi, donc sauf le parti écolo d'ailleurs. Oui, et ça c'est une réflexion. Quand on fait du business avec l'écologie, il y a certains qui n'apprécient pas le fait que c'est pas simplement. Précisément, ça soit aussi du business. Oui, que ce soit du business. Et pour moi, si c'est pas du business, mais ça dure pas. Donc
Bien sûr. Il faut y a l'aspect économique qui est fondamental. L'aspect économique qui est fondamental. Et c'est une manière aussi d'amener des grands groupes dans des solutions qu'on propose. Sinon, on va le faire une fois, ils vont peut-être le sponsoriser, et puis ce sera terminé. Alors, est-ce qu'on peut aborder justement de ce point de vue-là l'approche peut-être, et peut-être par l'exemple, à l'échelle urbaine? C'est-à-dire, je pense à la phrase justement que j'ai citée venant de toi, qui était de considérer que les solutions sont d'abord dans l'interaction entre les objets, plutôt que dans les objets eux-mêmes. J'aime beaucoup cette phrase, c'est-à-dire qu'à l'échelle urbaine, j'ai l'impression qu'elle est d'autant plus efficiente. Les échanges qu'il peut y avoir entre différents systèmes. Et les combinaisons. Est-ce que tu as un exemple de projet sur lequel tu travailles ou tu as travaillé, mais sans perspective? En fait, oui, parce qu'aujourd'hui, je ne fais que ça. Il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas parler parce qu'elles sont au début, elles sont assez grandioses. Honnêtement, les gens commencent, le secteur commence à comprendre ça. Le politique, pas toujours. Mais très clairement, d'abord, moi, la ville, c'est la solution. C'est pas le problème. Il y a des problèmes, mais la ville est la solution, avec la démographie, etc. Oui, mais si on la voit que comme un problème, on ne la voit pas avec l'aspect positif et régénératif régénérateur qu'elle peut apporter. Mais c'est pour moi... Si on prend un bête exemple technique, si on prend un panneau photovoltaïque et on le met sur une toiture, c'est très bien, ça fait de l'électricité. Mais ça utilise quand même pas mal de matériaux, etc. Il faut déjà, maintenant les feuilles sont recyclables ou surcyclables, c'est-à-dire qu'on peut en récupérer toutes les matières premières, etc. Très bien. Si en plus ça aide à récolter l'eau, à faire de l'ombre sur la végétation, la toiture verte qui est en dessous, permet du coup la biodiversité, permet la réduction de besoins en bassin d'orage, permet de récolter de l'eau propre. Et si en plus elle rafraîchit le bâtiment par ailleurs, ou elle le réchauffe parce que ça peut être des panneaux mixtes, etc., en fait, on ne peut plus l'enlever parce qu'il devient un élément essentiel du bâtiment. Si on dit juste ça fait de l'électricité, on va dire maintenant ça change parce qu'il y a une question financière qui fait qu'aujourd'hui c'est essentiel de trouver des alternatives. Mais voilà, et c'est vrai pour tout. Il faut que le photovoltaïque devienne la peau du bâtiment, remplace d'autres matériaux, etc. Alors ça commence à avoir du sens financier aussi. Et alors justement, parce que ce que tu évoques là, à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle urbaine, suppose que la chaîne des acteurs, y compris politique, tu l'as évoqué, s'engage collectivement à structurer cette démarche C2C, ou enfin en tout cas vertueuse en termes de circularité. D'abord d'ailleurs la ville sous différents prismes de recherche, l'aquaponie, la ville nourricière, cette démarche C2C, la gestion des déchets, les mobilités, l'énergie. Comment on fait en fait pour pousser cette somme d'acteurs à agir ensemble? D'abord, il faut qu'il y ait un message qui passe. Et ça, j'ai donné énormément de conférences, fait beaucoup de communication sur ce domaine-là, parce que tu parles de cradle. De cradle, c'est très bien, mais c'était encore un peu trop intimiste. C'est un peu une certification de matériaux, etc. Il y a des gens qui ont critiqué ça. Puis c'est devenu l'économie circulaire, grâce à Ellen MacArthur et sa fondation qui l'a diffusé. Un message plus clair. Un message plus clair, mais un peu simplifié, trop simplifié. Et aujourd'hui, en fait, comme on ne parle plus tellement de cradle de manière globale, parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Moi, je parle d'économie circulaire à impact positif ou économie circulaire régénératrice. Parce qu'on a tendance à croire économie circulaire, recyclage. Oui. Et ça, malheureusement, c'est très limitatif. Et puis, recycler, c'est bien, c'est réducteur. Et ça permet pas vraiment d'avancer et de faire en sorte que la ville devienne réellement productive, devienne vraiment un lieu agréable, avec de l'emploi, avec de la production, qu'elle soit alimentaire, énergie, eau. Même le CO2 est une matière qu'on utilise. Enfin, il y a tous ces éléments-là. Donc, voilà, je crois que le message doit passer du fait que la ville est un organisme vivant. Il y a, comme partout, il faut de temps en temps la soigner, de temps en temps remplacer des organes. La ville doit se reconstruire sur elle-même, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je me suis sans doute écarté. La suite de ma question, c'était un petit peu quels sont les enjeux majeurs d'une ville durable, mais enfin, tu réponds déjà à la question.
Ils sont pluriels et c'est leur combinaison associée qui rend la vie durable. Il y a une notion de résilience qui est très importante, et puis il y a ce qui devient habituel, c'est récent, mais inclusive, tous ces éléments-là. C'est finalement la première fois que j'ai entendu parler d'inclusivité, c'est en travaillant en Chine. Ah oui. Il y a un moment déjà sans doute, non ? Oui, c'était dans les années début des années 2000. C'était différemment, mais c'était assez étonnant. D'ailleurs, l'économie circulaire, c'est en Chine qu'elle a été intégrée dans, je ne sais pas comment on appelle ça, la charte nationale, ou, enfin en tout cas dans la Constitution, Constitution carrément. Même. Alors, un peu mal comprise, comme du recyclage parce qu'ils avaient un problème de matières premières. Mais n'empêche, ça a lancé des choses et les Chinois sont rapides, ils font des choses très, 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 très bien, en fait, aussi. Alors, il y a des choses qu'ils font pas bien, mais ils comprennent vite quand c'est pas bien et qu'on n'en veut plus. Et donc, ça évolue. Voilà. Et alors, tu évoques Big. Ma prochaine question, c'était quel est pour toi un projet phare emblématique ? Alors, peut-être qu'on peut justement, quelques instants, focuser sur cette expérience. Qu'est-ce que Big ? Alors Big, c'est né du fait que je voulais prouver que l'économie circulaire peut être à la fois productrice, puisse être rentable, puisse faire du bien à la ville et puisse réunir en fait tous les aspects. Moi, j'en compte 12 pour le moment, je ne vais pas vous les énumérer maintenant, mais en fait, c'est basé quand même très fort sur les objectifs de développement durable de l'ONU, sur beaucoup de certifications, etc. Sur quoi je travaille maintenant avec BoPro, c'est d'arriver à mettre tout ça ensemble. D'accord. Pour que quand on fait un bon bâtiment, il a une bonne certification, parce que la certification est un peu un mal nécessaire pour faire avancer les choses, mais ce n'est pas un but en soi. Et le travail qui est fait là sur cette combinaison, on trouve tout dans le projet Big. Alors le projet Big, c'est utiliser une zone imperméabilisée en ville, c'est une toiture en l'occurrence, de 4000 m² pour y produire de l'alimentation, protéines et végétaux. L'exemple concret réalisé le plus patent, il est à Anderlecht, à Bruxelles. C'est sur la toiture du FoodMed, qui est un marché alimentaire, principalement en viande et fruits et légumes, et un peu poisson. Et en fait, j'ai cherché quelle était une manière de finalement regrouper tout ça, comment récupérer l'énergie, l'eau du bâtiment, traiter l'air du bâtiment, récupérer le CO2 et produire aujourd'hui 25 tonnes de truites arc-en-ciel par an, 15 tonnes de petites tomates cerises et autres, et plus de 200 000 pots d'herbes aromatiques. Avec 4000 m². Avec 2000 m² de serre et 2000 m² de potager. La partie potager, elle est plutôt la partie sociale, économie sociale, etc. Elle participe, mais elle n'est pas rentable. Un potager en toiture n'est pas rentable. Transmission pédagogie. Voilà, c'est ça. Et puis c'était aussi, très franchement, une obligation urbanistique. Donc c'est finalement la partie rentable qui paye pour celle qui est moins, mais je suis ravi parce que c'est une très très belle démonstration et ça montre plusieurs techniques de culture. Et le jardin extérieur utilise aussi, puisque l'aquaponie c'est finalement utiliser l'eau traitée des poissons. Oui. En gros, c'est les nitrates qui sortent du biofiltre, nitrates naturels, ce dont on commence à manquer partout. Donc il faut se rappeler que l'agriculture pose un vrai problème de pollution, d'extraction, etc. Et ici, les jardins, il y a quand même 1000 m² de jardin extérieur, de potager extérieur, qui reste encore un des plus grands. Enfin, à l'époque, quand on l'a fait, c'est-à-dire en 2018, c'était le plus grand d'Europe, le plus grand jardin suspendu productif d'Europe. La ferme aquaponique, c'est la plus grande au monde, aujourd'hui, sur une toiture en ville. Et il y a d'autres. Alors d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a un groupe comme Veolia qui investit dedans, qui a décidé de le développer, et on commence vraiment à prouver que ça marche très très bien. Oui, c'est ça, parce que la question du béotien, alors est-ce que ça marche ? Est-ce que le modèle économique fonctionne ? Mais d'abord, les produits sont excellents. Parce que si on n'a pas ça, on ne vend pas et ça ne marche pas. On arrive à faire croire ça aux gens que d'une plante qui n'a pas les pieds dans la terre est une bonne plante ? Oui. Elle a, au niveau nutriments, au niveau goût, au niveau qualité, il y a aussi le fait de choisir les bonnes espèces aussi. Le poisson, il est imbattable. Je ne sais pas où tu peux trouver un poisson qu'on peut manger 1 heure après qu'il ait été abattu. Il y a les véganes qui ne sont pas d'accord avec ça, mais globalement, ce sont des produits excellents. Il n'y a peut-être pas de plastique dans le ventre.
il n'a pas de plastique dans le ventre, il n'a pas d'antibiotiques, il vit dans une eau tellement pure qu'il n'y a pas d'arrière-goût, parce que souvent dans les poissons d'élevage, il y a ce qu'on appelle un off-taste ou aftertaste, qui est un peu difficile à enlever. Et là, avec pas mal de technologies, je dois le dire, mais surtout, on économise pour l'ensemble de la ferme, pour une production équivalente ailleurs, on utilise 50 fois moins d'eau, 2% de l'eau par rapport à... Et en fait, l'objet, et pour revenir à la question, le lien avec l'économie circulaire, c'était d'abord l'eau. Oui. L'eau est la chose... L'énergie, on n'a qu'à se démerder pour aller la chercher au soleil ou dans la terre. Oui. Bon, il y a le problème du nucléaire, etc. Mais l'énergie n'est pas un vrai problème. On n'a qu'à être malin. Par contre, l'eau... il y a un pourcentage minimal, je crois que c'est 2% de l'eau qui est sur Terre auquel on a vraiment accès pour notre vie. Et donc, pour moi, après, j'ai fait des projets en Espagne, notamment d'agriculture, où on voyait qu'il y avait des problèmes gigantesques d'irrigation, etc. L'hôtellerie qui prenait celle dont il y avait besoin pour l'agriculture, ou vice-versa. Et donc, il y a un vrai problème avec l'eau. Et donc, le but est de nettoyer l'eau. Et d'ailleurs, dans tous mes projets aujourd'hui, dans tous les conseils que je donne, c'est traitement biologique des eaux grises au moins, pour pouvoir réutiliser dans le bâtiment, récolte des eaux de pluie, etc. Il y a des choses qu'on a oubliées, que nos parents ou grands-parents faisaient et qui ont été à un moment interdits par la réglementation, notamment en France, sur cette problématique. On ne pouvait plus avoir de citernes d'eau de pluie. Enfin, je veux dire, il y a un problème quand même. C'est clair. C'est vrai qu'en France, là, on parle des trams vertes, trams bleues, trams brunes, trams noires. Même la trame brune, on en parle finalement relativement récemment. Ce lien à la terre, la terre nourricière, le lien à l'eau, qui sont en fait les sources de vie. Oui, tout à fait. Pour une ville écosystémique. Alors, peut-être un petit mot sur ton expérience actuelle avec BoPro. C'est une poursuite en fait de ton travail, c'est une poursuite de ton travail de conseil. Il y a un moment où j'ai quitté en partie l'architecture, parce que j'en fais encore. Je fais du concept et je travaille avec beaucoup d'architectes. On a fait un peu ensemble et je l'ai fait récemment avec l'équipe de Norman Foster et d'autres, donc c'est passionnant et je suis ravi quand ils m'écoutent. J'ai extrait ça, que j'ai fait pendant pas mal d'années chez Lateral Thinking Factory, qui était finalement une base de lancement après avoir quitté l'architecture pure et dure. Et je l'ai emmené chez BoPro, qui est une société avec à peu près 90 personnes aujourd'hui, qui fait de la gestion de projet, du conseil, de la certification type BREEAM, DGNB, WELL et toutes les autres. Mais avec une particularité, c'est qu'on mélange à la fois des gens qui travaillent sur le coût de la construction, sur l'ingénierie, en tout cas le montage des projets, et on fait du développement d'ailleurs aussi aujourd'hui. Et ça, c'est une des parties qui commence vraiment à me passionner, c'est qu'en fait, BoPro est en train de développer des sites, dont un à Anvers et d'autres peut-être sur Paris et d'autres endroits en Belgique. C'est de créer de l'espace pour l'industrie circulaire. Aujourd'hui, la ville a oublié, en transformant tous ces espaces industriels, toutes ces friches en logements, a oublié qu'il faut aussi travailler, il faut aussi vivre, et il faut surtout pouvoir traiter la matière localement, traiter les éléments, etc. C'est très bien de faire de la rénovation des villes, mais il faut de l'espace. Il faut tout envoyer à 400 km de là et recommencer. On a raté le coche. La matière doit rester au moins dans la région. Proximité, oui. Et donc, c'est utiliser les transports fluviaux, c'est utiliser le savoir-faire local, etc. Et donc, on a un concept qui s'appelle Blue Gate, qui est en fait une approche sur 20, 30, 40, 50, à Anvers, c'est 65 hectares de friches industrielles dépolluées, sur laquelle on met des start-up, on met des industries entières, mais qui sont toujours, et des universités aussi, etc., qui sont toujours orientées sur l'innovation circulaire. D'accord. Donc notamment la mobilité urbaine et des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment mon combat d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, les grands projets qui arrivent vont dans ce sens-là, parce qu'on a vraiment oublié. Tout le monde parle d'économie circulaire, mais en fait, on fait beaucoup de gadgets. On fait beaucoup de petites choses, projet par projet. Or, ce n'est pas de centaines de tonnes de béton dont on doit parler, c'est des millions de tonnes de béton
On pourrait presque parler, même si c'est un mot, mais un peu d'effet de cluster. C'est-à-dire qu'en fait, on combine différentes catégories du travail Tout à fait. qu'on réintroduit dans le milieu urbain, puisqu'on en a voulu le repousser vers l'extérieur. Alors on a pris Beaupro et ses partenaires pour des fous au départ quand on a lancé ça, parce qu'on a dit on va faire une charte qui fait qu'on sélectionne ceux qui viennent s'installer, donc les preneurs, acheteurs ou locataires, etc., qui viennent et on sélectionne. Il faut avoir le courage d'en refuser. Oui, à contrario de poser un genou à terre dès que quelqu'un se présente. Voilà, exactement. Et on a eu le courage, c'est pas moi qui m'en occupe directement, j'ai participé à la charte, mais on a eu le courage de refuser des entreprises qui étaient prêtes à arriver à prendre la moitié du site et le bilan financier aurait été tout de suite bon, mais ils ne répondaient pas aux critères. Donc on va jusqu'à analyser finalement la responsabilité sociétale, etc., dans ces sociétés, voir si c'est vrai. Et si les objectifs sont là, s'ils n'ont pas un objectif net zéro carbone 2050, non, vous ne venez pas ici. Alors il y en a, ça paraît bizarre, il y en a qui sont dans la logistique urbaine, il y a des gens comme DHL qui se sont installés, mais en fait ils ont fait une autoroute, ils se sont installés là parce qu'on a créé une autoroute cyclable entre le site et le centre d'Anvers, 1 kilomètre, et toutes les livraisons se font par vélo cargo. Un vélo cargo qu'ils ont dessiné sur place et développé sur place. Donc oui, venez. Mais s'ils sortent de ça, voilà, ils doivent rester ils doivent jouer ce jeu-là. Est-ce que ça va au point, j'imagine que oui, mais est-ce que ça va au point d'aller analyser chaque entreprise qui s'implante dans une logique écosystémique où le déchet de l'un devient la matière première de l'autre Voilà, on fait de l'écologie industrielle dans ce sens-là. Ça, c'est pas toujours évident à mettre, mais il y a aussi beaucoup de mutualisation. Par exemple, il y a deux sociétés, une société privée et deux sociétés publiques qui sont venues là. On s'y attendait pas. Au début, on pensait que ça allait, parce que c'était un site sur lequel c'était le premier site de stockage pétrolier en Europe qui a été bombardé pendant les deux guerres mondiales. Et donc, tu imagines la qualité du terrain après. Il ne fallait pas fumer quand on allait visiter. C'est le domaine de l'eau qui s'est développé plutôt que on imaginait que ça allait être la chimie verte qui allait être le premier point. L'université, d'ailleurs, d'Anvers, etc., s'est installée là pour travailler avec un centre de recherche dans ces domaines-là. Puis tout à coup, il y a une société sur les traitements de l'eau publique, puis une deuxième. Et en fait, comme on développe les bâtiments pour eux, on leur a dit peut-être que vous êtes tous les deux en train de demander le même laboratoire, là, en le faisant peut-être un peu plus grand, mais on pourrait mutualiser ces choses-là. Et donc, ça attire. Et ce qu'on a remarqué, c'est plus on met la barre haute au niveau de la charte environnementale et on va dire le ticket d'entrée pour venir sur le site, plus ça attire. Je compare toujours ça à... Puis finalement, ça pousse chacun à augmenter le niveau de sa vertu. On pourrait dire. Voilà, et puis ça lui garantit aussi que son voisin va faire la même chose. Oui. Parce que s'il y en a un qui brûle des pneus à côté de celui qui nettoie l'eau, voilà, il y a un problème. Et donc c'est pour ça que je me méfie très fort de plus en plus du mot recyclage quand on parle d'économie circulaire, parce qu'il y a beaucoup de recyclage qui pollue et qui pose beaucoup de problèmes, etc. Je travaille sur un autre site près de Liège, près de la frontière allemande, aujourd'hui, le long du canal Albert, toujours les voies d'eau, hein, parce que voilà, pour traiter des grandes quantités de matière, il faut utiliser les voies d'eau. Et même chose, là, on dit on va faire quelque chose autour de la construction, du béton, du ciment, du bois, de l'acier, du recyclage du verre, qui est très très mauvais pour le moment. On fait du downcycling, on fait avec les vitrages plats donc de façade. En fait, aujourd'hui, on fait des bouteilles. Et la partie de recyclage de cullets qu'on trouve dans la production du verre aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, c'est le verre des débuts et des fins de production qu'on remet dedans. C'est pas du post-consumer comme on le dit en français. Et donc l'idée, c'est de pousser aussi ces industries-là à réfléchir et à venir s'installer là, soit avec de la recherche, soit avec de vraies usines. Aujourd'hui, il y a des usines où il y a moyen de faire des productions énormes sur 1,5 hectare. Mais il faut sauver ces 1,5 hectares à proximité des voies d'eau, des routes, etc., pour que ça marche. Et pour qu'on puisse faire ça de manière régionale, il peut y en avoir 1 ou 2 en Wallonie, 1 ou 2 en Flandre. Bruxelles, c'est très difficile, parce que Bruxelles, au niveau de la région, c'est un peu comme Berlin l'était avec son mur. Dès qu'on sort de la région, on est en Flandre, et donc il y a des accords différents, etc. Et aujourd'hui, on est obligé de casser... J'aime bien relier les silos, mais de temps en temps, il faut casser des frontières aussi. Oui.
pour y arriver, parce que on parle de métropole finalement, même si Bruxelles n'est pas très grande, il y a plus de gens qui viennent à Bruxelles tous les jours travailler que de gens de Bruxelles qui travaillent dans Bruxelles. Donc ce sont des choses dont il faut tenir compte. Créer aussi beaucoup d'emplois peu qualifiés et commencer à qualifier de l'emploi, notamment par l'attractivité que ça crée. Quelqu'un qui peut rentrer chez lui en disant aujourd'hui j'ai sauvé X tonnes de plastique et on en a fait des éléments pour traitement d'eau, etc. Et c'est bien, il parle à ses enfants, il est fier. Il y a une valorisation. Il y a une valorisation et ça attire aussi chez nous, chez Beaupro, comme tout le monde pour le moment, on cherche du monde. Oui. Et ce qui attire, c'est cette philosophie. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs en disant « Ah oui, mais chez vous, hein, c'est une ambiance jeune, c'est sympa et tout, mais voilà, c'est aussi très, très professionnel et c'est quand même du project management, hein, donc c'est pas des rigolos. » Et ça certifie. Et ça certifie, donc on fait pas n'importe quoi. Mais par contre, on le fait avec une formation de tout le monde dans la boîte, etc. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On est en train de créer une académie aussi vers l'extérieur, notamment pour éduquer nos clients, publics et privés d'ailleurs. Mais ça, alors, juste une aparté un peu globale, mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on est dans une période des sociétés d'instabilité. Oui. Cette instabilité, si on regarde toujours les choses sous ton prisme positif, l'instabilité, c'est pas toujours facile, hein, mais... qui n'est pas toujours facile. Mais l'instabilité est aussi génératrice de réactivité, d'agilité. C'est un terme qu'on entend souvent, l'agilité. C'est un de mes 12 points, c'est l'agilité des bâtiments. Bon, écoute, j'ai le sentiment que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir rebondir sur cette agilité, puisque beaucoup d'entreprises se sentent en danger si elles sont trop stables. Et la chaîne d'acteurs de l'acte de construire, notamment je pense aux promoteurs privés, aux grosses entreprises du BTP, sont en train de se mettre en mouvement, créer des départements recherche, etc., parce qu'ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, leur modèle est fragile et que c'est tous ces gros groupes, et que cette agilité est bénéfique justement pour la démarche circulaire, de la circularité, de l'échange, du partage. Tout à fait, et elle permet d'anticiper aussi, parce que le problème, tu le sais mieux que moi, un projet ça prend parfois 5, 10, 15 ans à sortir, un hôpital c'est entre 10 et 15 ans, entre l'idée et le projet qui ouvre. Je l'ai eu en travaillant sur l'hôpital du futur, ici en tant que conseil en économie circulaire sur l'hôpital de Lens. Ça devait être le cahier des charges économie circulaire et environnement pour le ministère de la Santé en France. Donc ça, je suis très content que ça ait percolé dans ce domaine-là. Et une des choses qui est évidente, c'est qu'on ne connaît pas la technologie de demain. Donc, par exemple, un scanner qui est un véritable bâtiment aujourd'hui, parce qu'on opère dans un scanner, etc., c'est un bâtiment qui peut même fournir de l'énergie au bâtiment, à l'hôpital, etc. Demain, j'ai posé la question, le scanner ne sera peut-être pas plus grand que ce micro, et c'est à l'intérieur du patient qu'on le mettra. Et en fait, on m'a dit oui. J'ai dit donc, aujourd'hui, vous dessinez un bâtiment qui est déjà obsolète quand il va sortir. Ah ouais, sans doute. Et donc, on a changé des choses. Même le nombre de chambres s'est passé de 800 chambres à 600, et puis ça a varié parce qu'il y a de plus en plus de patients de jour, simplement, et puis il y a de plus en plus de traitements à la maison, de suivi. Et les soins sont moins intrusifs, donc le patient reste moins longtemps à l'hôpital. Et donc ça change tellement vite, mais c'est dans tous les domaines que c'est absolument. Comme ça. Dans tous les domaines. Donc en fait, il faut voir les villes comme une infrastructure vivante. Alors j'ai eu une discussion avant-hier avec quelqu'un qui disait oui, mais alors qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, parce qu'il n'y aura peut-être plus du patrimoine comme le Palais Rameau, comme on connaît bien, ou enfin, je veux dire, on fait plus de pyramides, quoi. Donc elles vont pas être là pour des millions d'années ou des milliers d'années. Mais aujourd'hui, on fait des choses qui sont effectivement démontables, etc. Et ben, je dis, mais pas forcément, parce que les structures, on ne peut pas tout faire en bois, on ne peut pas tout faire en léger. Il y a encore besoin de matières solides. Donc on peut traiter les bâtiments aussi comme des étagères dans lesquelles on peut changer les différents éléments et on peut modifier des parties, ajouter, relever, abaisser, augmenter la densité là où c'est nécessaire, etc. Rendre une partie du bâtiment productif avec de l'agriculture urbaine, des ateliers et puis des logements. Alors, c'est pas évident aujourd'hui parce que l'habitude des promoteurs, c'est de nouveau de travailler en silo. Mais si on regarde les exemples asiatiques, de plus en plus en Hollande, en Belgique aussi, on a participé à plusieurs projets
dans notre petite défense à Bruxelles, qui est le quartier nord, où il y a 4 coins d'un carrefour, 4 angles d'un carrefour, il y a des doubles tours. Et en fait, ce sont les premières tours qui ont été construites dans les années 70. Elles sont aujourd'hui à rénover. Tout le monde voulait les démolir. On a fait le premier exemple de concept, un projet qui s'appelle ZIN, où finalement on a sauvé 180 000 tonnes de béton. Et tout ce qui est démonté est remonté dans le bâtiment. Il y a des choses qui sont modifiées. J'espérais pouvoir aller plus loin. Mais bon, les filières ne sont pas encore présentes. C'est déjà forcément. Pas si mal. Hein. Non, c'est déjà pas si mal. Mais en fait, on a mis la barre très haut. Et du coup, Bruxelles est devenue exemplaire à ce niveau-là. Et du coup, on a ce qu'on appelle un Baumeister ou un maître architecte qui donne un avis consultatif, mais si on est contre son avis, ça passe pas. Donc tout le monde sait maintenant. Et lui défend ces domaines-là. Je suis un des rares architectes qui s'entend vraiment très très bien avec lui, parce que je fais plus d'architecture. Je parle de concepts d'agriculture urbaine, de dispositifs, etc. Et voilà, il y a vraiment une intelligence qui est en train de se placer chez le politique, en tout cas dans les institutions qui fonctionnent. Écoute, merci Steven. Je te propose juste d'enchaîner sur une petite phase de conclusion un petit peu rapide, c'est-à-dire en fait je vais te poser quelques questions blitz. Voilà, brûle pour point. C'est quoi pour toi la ville de demain ? Pour être très court, la ville de demain, c'est une ville productive. Ça, c'est par rapport, il y a tout le reste, on a parlé d'inclusion et tous les éléments, mais je veux vraiment ajouter toujours cet aspect de production saine, circulaire, créer de l'impact positif. Il faut en fait... l'économie circulaire, pour moi, elle devrait s'appeler l'économie spiralée, parce qu'en fait, tourner en rond, ça n'apporte pas grand-chose. Ajouter à chaque cycle quelque chose, et donc produire, que ce soit de l'énergie, de l'air propre, de la biodiversité, de l'emploi, etc. Il faut vraiment amener cet aspect-là. Donc la ville doit être productive. La formule 1 plus 1 égale 3. Oui, voilà, exactement. D'accord. Et donc, de fait, quel métier tu vois émerger prochainement comme on disait, tous 5 ans, on ne sait pas ce qu'on aura dans 5 ans, dans 10 ans. Les nouveaux métiers de l'aménagement de la ville. Je crois qu'il y a des bases de métiers qui vont rester, mais qui vont devoir finalement prendre des accessoires, on va dire, issus soit d'études ou de formation ou d'expérience dans des domaines très différents. Il faut éviter d'être monofonctionnel, d'être mono-orienté ou monoculturel. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, un des points de Cradle to Cradle, c'est valoriser ou magnifier la diversité. C'est la diversité culturelle, la diversité, la biodiversité bien sûr, la diversité sociale. Et il y a des formations. Par exemple, moi je sais qu'il me manque certains éléments, enfin il m'en manque beaucoup, mais il y en a qui sont très importants. On a passé d'une vie. Pardon ? On a passé d'une vie. On a passé d'une vie et je ne crois pas à la suivante, donc c'est foutu. mais il est clair pour moi que il faut faire plusieurs types d'études en même temps. Les métiers doivent s'élargir. Et en tout cas, il faut rester ouvert et être systémique, c'est pas facile. C'est facile pour moi parce que j'ai un cerveau qui part dans tous les sens. Et c'est plutôt difficile de l'organiser. Il y a des gens qui sont parfois trop organisés. Alors il en faut aussi. Tout le monde ne doit pas être là pour refaire la ville et repenser tout. Mais je pense que les métiers de l'avenir, ce sont des métiers locaux, non délocalisables. Hybridés, de fait. Oui, hybridés. Et voilà, et qui permettent de faire 3 choses différentes pendant la journée, et pas seulement balayer, pelleter et trueler. Alors, est-ce que tu as un prochain grand projet là dans les cartons, ou un type de projet sur lequel tu voudrais travailler à l'avenir ? Alors je t'ai parlé du concept Blue Gate pour l'industrie. En fait, je voudrais faire un concept Blue Gate pour l'agriculture. Ah oui. Pour moi, la ville... Vaste sujet. La ville, d'abord, j'ai un peu de pratique dans l'agriculture urbaine, que je n'aime plus appeler de l'agriculture urbaine. Pour moi, c'est de l'industrie alimentaire urbaine, parce qu'on produit, en fait, de manière industrielle, mais terriblement virtueuse. Je n'ai pas tout décrit, mais il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'engrais, on ne gaspille pas d'eau, on produit des produits qui sont très sains, etc. Mais en fait, l'agriculture, et ça, ce sont des agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui me l'ont dit, quand je croyais qu'ils allaient se moquer de moi à une foire agricole à Libramont, qui est la grande foire agricole en Belgique. Puis ils m'ont vu arriver avec mon petit jeans et mes baskets, et ils ont dit ouais, l'agriculteur, t'habites à Uccle, c'est très bien, c'est sympa et tout, mais c'est pas notre métier.
Au contraire, ils sont venus en disant c'est génial, vous remettez l'agriculture au centre du débat et vous prouvez qu'il y a moyen de le faire de manière propre. Et eux-mêmes disaient on ne veut plus faire comme nos parents, comme leurs grands-parents peut-être, mais plus en tout cas comme leurs parents, qui sont malades des produits qu'ils ont utilisés, etc., et qui ont appauvri les terres. Donc en fait, une des richesses en dehors de l'eau, une des richesses principales qu'on a aussi, c'est la terre. On parlait de couloirs bruns, mais c'est de ça qu'on parle. Donc pour moi aujourd'hui, la ville qui doit être nourrie, on peut la nourrir en partie à partir de la ville, mais ça va rester relativement anecdotique. Il y a des politiques qui disent on va nourrir 30% de la ville par la ville, etc., sur la ville. Et j'y crois pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas cultiver en ville et pas à toutes les saisons, etc. Alors à moins de faire une serre gigantesque sur toute la ville, c'est pas évident. Ce que j'ai essayé d'ailleurs déjà de faire. Mais le faire à côté de la ville et sur des terres, mais parfois c'est des centaines d'hectares, des terres qui peuvent être régénérées en inversant les choses, tout en y mettant de l'urbanisme, entre guillemets. J'imagine presque des bâtiments qui touchent à peine le sol, en dessous desquels il y a une ferme, et ça se développe. Et au-dessus, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment essayer de régénérer l'agriculture par la ville, et que ça devient la ville dans la nature, et pas essayer de pousser la nature en ville là où on peut, parce que c'est finalement souvent très artificiel. Évidemment, j'imagine vers une agriculture de type plus maraîchère, tout à fait, nourricière. Oui, et qui produit beaucoup plus à l'hectare. À l'hectare, oui, bien sûr. C'est hallucinant. C'est pour certaines méthodes tout à fait propres. Alors la seule chose, c'est que il faut former beaucoup de gens, et on ne peut pas faire des dizaines d'hectares d'un coup. Quand on parle de micro-maraîchage ou de permaculture, etc., c'est minutieux, mais on peut faire minutieux fois 1000 et y arriver. Il faut les permettre de grandir. Pour ça, il faut de l'accès, il faut de la logistique urbaine à partir de là, qui soit propre, de proximité. J'ai même regardé s'il n'y avait pas moyen d'utiliser les métros, le métro comme transport. Alors c'est pas évident, parce que déjà pour des transports de marchandises, c'est déjà pas évident pour des personnes en mobilité réduite. Alors je crois qu'avec des palettes, ça va pas être évident non plus. Les cagettes de légumes, ça va pas être facile. Mais voilà, ce sont des réflexions qu'on a maintenant, et si je peux faire quelque chose dans les années qui viennent, parce que ça va prendre du temps, c'est ce type de projet. Et ce qui est chouette, c'est que ça permet de réunir quelques grosses têtes de tout ce qui est environnement, plutôt faune et flore, les gens qui sont loin dans l'agriculture de l'Anthropocène, enfin tous ces éléments-là. C'est assez passionnant. Bon, effectivement, vaste prochain projet. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans ton parcours, ou simplement récemment un livre... Récemment, il y a quelques mois, c'est le livre Humankind. Alors, ça veut dire humanité. Le titre en français, d'ailleurs, il existe en français aussi, c'est Humanité, de Rutger Bregman. Il ne faut pas se tromper, c'est pas Bergman, c'est Bregman, qui est un philosophe hollandais. Ce qui est assez génial avec ce livre, c'est qu'il est positif et réaliste. Donc, on est dans l'utopie réaliste. Et alors, ça veut dire, en gros, que l'humain est bon. C'est humankind, c'est l'humain est gentil en anglais, il sépare les deux. En traduction littérale. Et c'est difficile à imaginer pour le moment avec ce qui se passe, et c'est pas toujours le cas manifestement, mais je crois que si on ne croit pas en l'humain, on ne va pas aller loin. Donc c'est bien de croire en d'autres choses aussi, mais si on ne peut pas faire quelque chose ensemble, on va aller nulle part. Bon, un livre qui fait du bien. Un livre qui fait du bien. Le dernier projet que tu as visité, qui a provoqué simplement une émotion, un bâtiment, un projet. Il y en a beaucoup. Une émotion très très forte, et c'est un projet qui date, mais la visite que j'y ai fait, c'était quand même il y a déjà peut-être 5 ans, chose comme ça. J'ai été donner une conférence à Barcelone, et le reste de la conférence était tellement ennuyeux que je me suis dit, tiens, je vais aller visiter la Sagrada Familia. Et j'ai passé, j'ai 2-3 mots d'espagnol, et j'ai passé finalement la journée, c'était fermé, on ne pouvait pas visiter, il y avait le chantier en cours, qui est toujours en cours, et j'ai visité ça, et j'ai passé la journée avec les artisans qui travaillaient dessus. Alors c'est des artisans et des techniciens et de la haute technologie, parce qu'aujourd'hui on ne taille plus de la pierre, on fait des moules avec des espèces de produits plâtres, etc. Autoplaçants. Et je me suis dit, c'est quand même génial que ce projet est en train de traverser les siècles quelque part. On peut presque voir, on ne le voit pas parce que c'est très très bien fait, mais on sent qu'il y a des technologies qui évoluent, qui accompagnent le projet. Qui accompagnent le projet, et il ne sera jamais terminé parce qu'on ne fera pas tout. Mais voilà, ça c'est au niveau émotion.
je suis ressorti de là et j'étais bien. Voilà. Et je m'étais rendu compte que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas arrêté dans un bâtiment. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, j'ai oublié le nom des architectes, c'est à Berlin, et c'est un projet qui date aussi début des années 2000, je pense, qui est le regroupement des ambassades nordiques. Tu vois? Oui, ouais. J'ai plus le nom. Et qui est emballé avec des éléments en cuivre. Et là, il y a... Bon, d'abord, j'aime beaucoup l'esprit nordique. J'aime beaucoup les architectes nordiques, enfin l'architecture nordique aussi, certainement danoise et suédoise. Pour moi, il y a une approche de la matière, etc. Mais là, ce qui était génial, et de nouveau, on est dans le faire ensemble. C'est 5 pays qui se sont mis ensemble pour avoir un centre culturel nordique. Si on pouvait faire ça au niveau européen. Effectivement. Sur le projet Opéra, il y a encore un peu de chemin. J'ai fait le siège de la Commission européenne de la rénovation du Berlaymont. C'était déjà quelque chose, un projet européen, mais basé sur une structure. Mais s'il y avait moyen de faire quelque chose vraiment au niveau et ça devient très, très nécessaire avec ce qui se passe aujourd'hui, avec une symbolique forte de toutes les cultures, etc., qui puissent se mélanger. J'ai déjà essayé de faire ça au niveau de l'alimentation, parce que là où on s'est installé avec la ferme Big, il y a de l'espace éventuellement pour faire un lieu des cuisines du monde, c'est même plus qu'européen, mais déjà avec l'Europe, ce serait déjà pas mal, puisque Bruxelles est la capitale de l'Europe. Donc, voilà. Très bien. Pour finir, une dernière question. Est-ce que tu as une destination de vacances en projet ou alors un endroit refuge, un endroit où tu aimes bien te ressourcer? Il y a un endroit refuge, mon épouse sera furieuse si je le dis, parce qu'elle va dire qu'il ne faut pas amener trop de monde là-bas, mais c'est l'île de Formentera dans les Baléares. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que ma fille qui étudie la biologie marine est en train d'étudier, elle a été faire au mois de janvier de la plongée pendant, 10 fois par jour, pendant plusieurs jours, etc., pour aller mesurer le taux d'acidité dans la Posidonie. Posidonie qui sont les herbes marines, oui, et qui captent plus de CO2 que la forêt tropicale. Et en fait, à cet endroit-là, elle est la plus consommatrice de CO2. Et c'est ça qui fait que l'eau est magnifique là. Par contre, le prochain endroit où j'ai envie de retourner, parce que j'ai déjà été une fois, c'est de nouveau lié à ma fille, parce qu'il a été pendant 1 an, c'est la Nouvelle-Zélande. J'ai un de mes meilleurs amis qui est là-bas. Et pour moi, waouh, c'est un résumé du monde propre. Bien géré, c'est un peu isolé, mais qu'est-ce que c'est inspirant aussi. Alors pas spécialement au niveau de l'architecture, etc., mais c'est les paysages. Les paysages, oui, bien sûr. La nature. Bon, voilà. Mais c'est pas très bon au niveau de l'empreinte carbone. Bon, parce que oui, mais c'est toi qui le dis. Mais bon, il ne faut pas y aller trop souvent. Il faut rester longtemps une fois qu'on est sur place. L'excès d'entropie a ses limites. À un moment donné, il faut que le monde reste ouvert. Voilà. Merci beaucoup, Steven, pour cet échange. Je t'en prie, merci C'était super. On a appris beaucoup sur ton parcours. Et cette deuxième session de podcast Les bruits de la ville s'achève là-dessus. La prochaine rencontre, ce sera avec Jean-Christophe Levasseur, directeur de la condition publique à Roubaix, qui aura beaucoup de choses à nous dire sur les politiques publiques et en lien avec l'espace urbain. Je vous remercie de votre écoute.